Bonjour, l'émission spéciale de Radio Arménie a pour invité aujourd'hui Jean-Pierre Clavran, président de la Fondation Léa et Napoléon Bulukian. Bonjour, Monsieur Clavran. Bonjour, Hilda. Vous êtes professeur émérite en sciences de gestion de l'Université de Lyon. Vous êtes spécialisé dans les organisations de santé. Vous avez créé l'Institut de formation et de recherche sur les organisations de santé où ont été formés plusieurs milliers de cadres de santé et de médecins. Vous avez occupé diverses fonctions au sein de divers ministères, ministère de la Santé et de la Sécurité sociale, l'Agence nationale pour le développement et l'évaluation médicale. Vous êtes l'auteur de nombreuses études et travaux liés à l'évaluation des établissements de la santé, la réforme de la tarification hospitalière, la classification commune des actes médicaux. Vous êtes expert auprès de nombreuses cours d'appel. Vous conduisez également des expertises et des audits pour le compte des organisations internationales. Et outre ces fonctions, vous présidez, je crois encore, Monsieur Clavran, le groupe prospective du CESER, du Conseil économique, social et environnemental régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous présidez plusieurs fondations et associations, dont la Fondation Napoléon Bulukian, dont nous allons parler, et la Fondation Entrepreneurs dans la Cité, et bien entendu le Centre régional d'études d'action d'information. C'est un parcours exceptionnel que vous avez, Monsieur Clavran, mais nous allons nous concentrer sur votre fonction de président de la Fondation Léa et Napoléon Bulukian, que vous présidez donc depuis un quart de siècle, depuis l'an 2000, je crois. Écoutez, d'abord, ma première remarque, je suis impressionné par tous les titres que vous me donnez. Je ne sais pas où vous avez trouvé tout ça. C'est juste sauf deux. Effectivement, j'ai été président de la prospective au Césaire, mais ça s'est arrêté il y a un an. J'ai été resté 20 ans aussi. Et Jusqu'en 2024. oui, c'est ça. Et puis, j'ai été aussi, enfin, j'ai créé la Fondation Entrepreneurs de la Cité il y a une quinzaine d'années et bien entendu, je ne suis plus président Vous n'y êtes aujourd'hui. plus. Mais enfin, vous avez fait un sacré travail Eh ben et non, mais tout est sur Internet, Monsieur Clavran. j'avais l'impression que que vous faisiez ma nécrologie le jour de mon enterrement. Alors, loin de moi cette idée de mettre fin à votre carrière. Donc, pour la Fondation Napoléon, Léa Napoléon Bulukian, donc c'est une fondation, une institution incontournable de la ville de Lyon, par son emplacement déjà, en pleine place Bellecour, et la qualité de ses actions. Et nous allons parler donc de la fondation, mais parlez-nous de vous et de la fondation, s'il vous plaît, dans un premier temps. Comment en êtes-vous arrivé à prendre la présidence de la fondation? Alors, vous savez, de ma vie, quand vous citez ce que j'ai fait dans ma vie, je pense, je n'ai jamais été candidat. J'ai toujours été recruté. Et en ce qui concerne la Fondation Bullcan, dont je suis très très fier d'être le président, je le dis en exergue, je suis très fier de travailler avec ce peuple arménien que j'ai rencontré, que je connaissais, puis je vous dirai quelque chose tout à l'heure si vous m'interrogez là-dessus, je vous parlerai de mon enfance. Bien entendu. Et la rencontre s'est faite d'une façon très bizarre, donc je dirige un centre de recherche au CNRS sur la santé. Euh, et je dirige l'Institut dont vous avez parlé, l'IFROS, et ma secrétaire me dit un jour, j'étais en même temps au ministère à Paris, j'étais directeur adjoint à Paris au ministère, ma secrétaire me dit, Jean-Pierre, le juge Courroy vous cherche. Alors, le juge Courroy vous cherche, je lui dis, t'es sûr qu'il me cherche? Il me dit, oui, il vous cherche, il aimerait que vous alliez me voir. Donc, je vais voir M. Courroy, que je ne connaissais pas, et qui me dit, voilà, j'ai une affaire avec une clinique de Lyon dans laquelle
sur laquelle la sécurité sociale a porté plainte, non pas sur la clinique, mais sur un des chirurgiens. Et j'ai demandé, enfin, j'ai voulu nommer des experts au tribunal et aucun expert n'a voulu prendre ce dossier. Est-ce que vous voudriez regarder ce dossier? Alors, je regarde le dossier, je regarde les pièces du dossier et je lui dis, Monsieur le juge, je crois que j'ai compris à quel niveau se situe l'escroquerie, mais avant puisque tous mes collègues, ou plus, j'étais pas que tous les experts refusent, donnez-moi quelques jours pour vous répondre. Et je me souviens que parmi les nombreux étudiants que j'ai eus, je crois que j'en ai eu 30 000. Hein. Bon, je ne me souviens pas des 30 000, mais je me souviens d'un certain nombre. J'avais eu une personne dont le père était Pierre Marion. Et Pierre Marion a eu son heure de gloire à Lyon. Dans les années 70, il a été un des patrons de la chirurgie cardiaque. Et si un jour vous voulez faire une émission sur Pierre Marion, il faut interroger Georges Tépénitian, qui a été Et son interne. ce sera Hein. très intéressant puisque nous connaissons le professeur Pierre Marion de la Fondation Biluquian aussi. Bien sûr. Et Georges a été son élève, puis il a beaucoup travaillé avec lui. Donc moi, je vais voir Monsieur Marion, et je lui dis, voilà, monsieur le professeur, je viens vous voir, j'ai été désigné sur une affaire par le juge Courroy, et je pense que c'est une escroquerie qui est liée à la tarification de cette chirurgie dans les années 70, mais qui a plus de lieu aujourd'hui de la faire, et que, voilà. Et donc il me dit, oui, oui, tout à fait, oui, oui, c'est tout à fait ça, vous avez raison. Alors j'en profite, je lui dis, ben voilà, j'aimerais un peu que vous m'expliquiez un petit peu comment fonctionne la chirurgie cardiaque, et je passe 2 heures délicieuses avec Pierre Marion. Au revoir, monsieur le professeur. Je reviens chez Courroy, je dis, je prends l'affaire. Et 2 heures après, il y a une quinzaine de médecins mis en examen. Enfin, c'est un pataquès dans la région lyonnaise. Entre-temps, Philippe Courroy me dit, je lui dis, mais je ne suis pas expert, monsieur le juge. Il me dit, c'est pas gênant, vous allez vous lever, vous allez prêter serment, et vous voilà expert. Et donc, je me trouve, moi, bombardé au milieu des experts. Je ne sais pas ce que c'est une expertise, je ne sais pas grand-chose. Et cette expertise, elle fait couler beaucoup d'encre. Et dans les années 97, je reçois un matin un coup de fil de Pierre Marion qui me dit, ben voilà, la fondation n'existe pas, nous sommes une fondation abritée par la Fondation de France. Euh, il commence, il est comme un chirurgien, à m'emmerder. Ils veulent me nommer quelqu'un comme vice-président. J'ai pensé à vous. Accepteriez-vous de venir à Paris pour que je vous présente à la Fondation de France? Donc, je vais à Paris avec Pierre Marion et je rencontre le président de la Fondation de France, qui est un inspecteur des finances. Pierre Marion me présente et l'inspecteur des finances dit, ah, mais je connais M. Clavran parce que l'histoire dans laquelle il a été impliqué a fait beaucoup de bruit. Et donc, effectivement, puisqu'il est expert auprès des tribunaux, il a toutes les compétences pour venir dans la Fondation Bultian vous assister. Et j'avais dit, mais pas comme vice-président, parce qu'il y a un vice-président qui existe déjà, c'est Patrick Bagdasarian. Voilà, donc je rentre à la Fondation Bultian comme administrateur chargé d'épauler le président Marion. Ça, c'est en 97. Et pendant 3 ans, je vais. Alors, je suis très, très fier, hein, très honoré. Hein, la Fondation Bultian, le professeur Marion, cette maison à Champagne. Je suis quand même très, très impressionné. Et je deviens au fil des mois, ami avec Monsieur Marion, d'autant que c'est sa fille, Odile Viennois-Marion, qui me l'a fait rencontrer. Et donc voilà, je vais passer 3 ans avec lui
Oui, dans une certaine intimité, c'est-à-dire qu'il échange beaucoup avec moi, il me raconte beaucoup de choses sur les Arméniens, sur l'Arménie, Et en 2000, Monsieur Marion fait un accident cérébral et à ce moment-là, il va rester 2 ou 3 mois à l'hôpital et la Fondation de France me dit, ben oui, voilà, c'est vous qui êtes le président par intérim. Voilà. Et Monsieur Marion meurt en 2000. Et donc la fondation dit, ben voilà, on va faire des élections et je redis tout ce que j'ai toujours dit, mais le plus légitime, c'est Patrick Badassarian, puisqu'il a travaillé avec Napoléon Bourguignon. Et à ma grande surprise, je ne connais pas Patrick, je l'ai vu dans quelques conseils. Dans la fondation de Lucan, on dit, mais voilà, Jean de la Fondation de France, c'est qui préside l'élection. On dit, alors, qui se présente? Moi, je n'ose rien dire. Et Patrick ne disant rien, la Fondation dit, mais nous nous présentons M. Clavran et je suis élu à la Fondation Bulukian, très fier et en même temps émotionné de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Voilà, c'est un peu long, mais c'est comme ça que ça s'est Non, passé. c'était intéressant. Et donc, euh, vous avez côtoyé le professeur Marion Oui, quelques années, donc oui, ces dernières années. Et moi aussi, et je l'ai fréquenté, entre guillemets, professionnellement pendant une dizaine d'années, entre les années 90, 88, après le tremblement de terre en Arménie, et jusqu'à pratiquement son AVC et son décès. Et c'était un personnage important la recherche, de la recherche sur le cancer, d'abord sur le cœur artificiel dans un premier voilà, temps. Et il était très proche aussi de Napoléon Bulliquin. Ce n'était pas voilà, c'est tout à fait ça. par hasard s'il était lui-même président. Qu'est-ce qu'il vous parlait, qu'est-ce qu'il vous disait de Napoléon Bulliquin? Alors, bon, alors d'abord, moi j'étais très très fier euh, de travailler avec Monsieur Marion, puis il était membre de l'Académie de chirurgie, donc je suis allé plusieurs fois à je suis allé plusieurs fois à l'Académie de chirurgie avec lui, où je pense qu'il avait l'intention, je pense, de me faire rentrer là-dedans, parce qu'il y a toujours une place pour les économistes de la santé. Mhm. Et puis ça s'est pas fait, et puis j'étais pas mécontent que ça ne se fasse pas et qu'il n'en parle pas. Alors, il y avait entre ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, il y avait une grande proximité entre Napoléon Manutian et Pierre Marion. Et je pense qu'aujourd'hui, je me sers de cette intelligence de Pierre Marion euh, pour l'associer à l'intelligence de Napoléon Manutian. On y reviendra tout à l'heure, sûrement, Bien mais sûr. c'était 2 hommes qui s'estimaient parce que chacun voyait dans l'autre ce que lui n'avait pas. Mm. Pierre, mais voyait aussi dans l'autre, comment dirais-je, les mêmes caractères. Pierre Marion était un aventurier, il fallait quand Mm. même être euh, osé hein, pour opérer les enfants, d'abord les enfants bleus, hein, les opérer à cœur ouvert, les opérer, je veux dire, à ce moment-là, il n'y a pas l'anesthésie n'est pas très forte, ou on ne s'en sert pas pour les enfants. Il faut, avec l'anesthésiste, les tremper dans des baignoires remplies de glaçons pour faire tomber la température du corps. Et Marion, une fois que l'enfant est à bonne température, il lui reste quelques minutes pour opérer. Et je veux associer cet anesthésiste que j'ai connu avec qui il a travaillé. Et il était admiratif de Napoléon parce que Napoléon était d'une intelligence rare et il lui avait vendu comme idée l'idée de créer un cœur artificiel. Mm. Voilà, c'était ça Vous, l'idée. vous dites bien, Napoléon lui avait vendu l'idée, ou c'est lui, bien Ah non, sûr, qui l'avait vendu à alors Napoléon. c'est les deux, Aïda. En fait, il faudrait demander pour nous départager
il faudrait nous demander pour nous de partager, pas de partager, mais que Georges Tépénétian donne sa version. Le sentiment que j'ai, c'est que euh, que Monsieur Marion avait l'idée de faire un cœur artificiel et que Monsieur Bulukian avait compris qu'un cœur, dans le fond, c'était une pompe. Mm. Et donc, ils se sont mis d'accord sur la pompe, chacun dans un dialogue, hein, sans savoir ce que l'autre faisait. Et ils ont entrepris une coopération avec un ingénieur des fluides euh, pour essayer de travailler sur cette pompe cardiaque. Et donc, il y avait un vrai projet industriel. Et ce qui est amusant, c'est que celui qui est aujourd'hui le professeur qui travaille sur Carmat, sur le cœur artificiel, était un ancien élève ou quelqu'un que connaissait Pierre Marion. Et lui, ce monsieur, pensait que le cœur artificiel n'avait aucun avenir, que seules les valves cardiaques seraient l'avenir. Et ils ont travaillé avec en particulier un professeur aussi de l'INSA sur ces problèmes. Mais il faudrait écouter les histoires de Napoléon. C'était vraiment des choses qu'on ne ferait pas aujourd'hui, hein. C'était l'aventure humaine qui se faisait. Et ils avaient commencé dans l'usine de Napoléon. Ils avaient commencé à travailler sur le sujet. Oui, Voilà. alors la partie visible qui a été transmise jusqu'ici de cette aventure avec ces deux hommes, cette aventure du cœur artificiel, c'est que Napoléon Bulukian, mécène, avait financé le cœur artificiel. C'est tout ce qu'on savait. Mais alors que vous êtes en train de nous expliquer que c'était j'allais dire, une invention, en tout cas, c'était une collaboration Oui, oui, pratiquement oui. scientifique, industriello-scientifique. Voilà. Il faut se replacer quand même dans les années. On n'est pas comme aujourd'hui, avec des conditions d'expérience, d'expertise qui sont très déterminées. On est dans un apprentissage, il faut être des pionniers. Mm. Napoléon est un pionnier de dire, ben moi, on va faire une pompe. Et Pierre Marion, alors c'est ça ce qui les rapproche, rien ne les arrête. Mm. Mm. Si je peux me permettre une expérience racontée par Pierre Marion, Pierre Marion me raconte parallèlement à cette recherche sur le cœur artificiel, il me raconte qu'un jour, il avait une dame qui était en fin de parcours, quoi. Elle allait mourir, donc soit on faisait rien et elle mourait dans les 2 jours, soit on faisait quelque chose. Et quoi faire? Et à ce moment-là, il apprend, ou monsieur le, il apprend qu'une guenon qui est chez Mérieux, chez monsieur le docteur Mérieux, hein, dans le zoo, est insupportable et qu'elle va être piquée parce qu'elle se bagarre avec tout le monde. Et Marion a l'idée de dire, et si je prenais ce cœur de cette femme et que je le transporte sur cette femme. Et Mm. donc, il va tenter l'opération. Il va tenter une opération de transformation du cœur. Et puis, bon, il s'avère que le cœur est trop petit, que même si l'opération se passe bien, le cœur est trop petit, ça ne marche pas. Il faut se rappeler qu'on en est à cette époque-là du temps du docteur Barnard, que Pierre Marion a fait venir Oui. spécialement. Et Bulukian regarde à sa façon ceci et est conforté dans l'idée de ce qu'il faut faire de l'industrie du cœur. Et comme rien n'arrête Bulukian, Mm. tout à l'heure, si vous voulez, j'en parlerai, c'est aussi un inventeur. Hein. Il invente des choses, il Alors, on invente va des parler machines. de Ouais. ça aussi, parce que vous êtes admiratif de ce caractère d'inventeur et d'innovation de Napoléon Bulukian. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous avez appris à propos de lui? Alors, la question que vous posez est, intéressante, difficile, parce que, comment vous dire, ça fait 25 ans que je préside cette fondation, ça fait 25 ans que chaque fois que j'ai une décision importante à prendre,
je me dis, mais est-ce que M. Bubukian, à ma place, aurait fait la même chose? Alors, il y a 25 ans, ça m'émotionnait encore plus aujourd'hui, mais même aujourd'hui, et je reviendrai en fin d'émission, je me pose toujours cette question, je me dis, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et alors, je me suis plongé dans son livre, que j'ai lu plusieurs fois, et c'est en le lisant plusieurs fois que je l'ai quand même un petit peu découvert. Mm. Et puis j'ai aussi pu entendre des ouvriers, des gens qui ont travaillé avec lui. Puis j'ai aussi entendu des gens qu'il avait aidés. Puis j'ai aussi rencontré des gens avec qui il avait pris des participations. Alors, pour vous dire un petit peu, et ma conviction aujourd'hui, alors ça va être paradoxal, ma conviction aujourd'hui que cet homme qui était d'une intelligence rare, je dirais pourquoi, a une chance, c'est de ne pas faire d'études. Et c'est un prof d'université qui a passé C'est sa un prof vie à d'université qui nous dit former ça. des étudiants qui dit ça, et je vais essayer de le dire pourquoi. Donc, il faut imaginer cet enfant, alors je ne sais pas s'il a 7 ans ou 9 ans, parce que comme il a 9 ans. maquillé, hein, On parle de 9 ans. oui, mais l'autre information, c'est que quand il a 18 ans et qu'il veut se faire embaucher à Saint-Chamond, il est obligé d'aller maquiller son, La date de naissance. voilà, sa date de naissance parce qu'il n'a pas l'âge. Et donc, si ça avait été une question de mois, je pense ne serait pas jouable. Bon, peu importe. Il a 7 ans ou 9 ans. Moi, j'aime bien me raconter qu'il n'avait que 7 ans, mais il a peut-être 9 ans. Et donc, cet enfant-là est l'héritier, un des héritiers d'une grande maison. Le grand-père est il dit un transporteur, mais c'est un monsieur qui a 300 mulets. Mm. Donc, il vit dans une Propriétaire opulence. terrien. Hein. Un propriétaire terrien. Oui, c'est ça. Et son père, lui, euh, Georges Kepeletian m'a souvent dit, c'était une sorte de trésorier payeur général de cette province de Turquie, là, qui est complète. Malatya, il est né à Malatya. Voilà. Mm. Et donc, ce garçon a vécu dans une certaine opulence. Il a vu ses parents vivre dans une maison où, dit-il, tous les jours passaient une 20 ou 25 personnes. Et il est jeté dans ce charnier qui est le génocide, hein. Et donc là, il va voir son père, ses oncles tués, on leur cloue comment ça s'appelle, des fers à chevaux aux pieds. Et puis ils vont partir avec sa mère, ses frères, mais emportés, hein, par les Turcs ou par des repris de justice qui vont les amener vers le désert pour les tuer. Mm. Et il raconte, c'est pour ça que j'aime relire son livre, et il raconte qu'il doit sa survie au tout départ de Malatya, c'est que le chef qui les conduit est un ancien domestique. Mm. C'est donc lui qui va les protéger au début, avant que commence une longue marche qui va les amener au désert et dans lequel il va vivre des choses atroces, hein. Il dit que le sang l'Euphrate est couvert de sang. Quand ils veulent s'abreuver, ils ne peuvent pas s'abreuver, que les cadavres sont à la Alors, surface. si vous Hein. me permettez, je vais lire un tout petit extrait de, Ah, son livre qui est au oui, dos de son ouvrage de 75. Si le mont Ararat immaculé et majestueux où échoua l'arche de Noé avait pu s'imprégner du sang de tous les Arméniens massacrés en 1915 par les Turcs, les neiges étincelantes de sa cime, qui brillent sous le ciel bleu, seraient aujourd'hui de la couleur pourpre du sang. Donc voilà. c'est très, il y a beaucoup de sang dans son Voilà, expérience, dans son voilà. enfance. Et il le raconte en plus un peu plus loin. Il dit voilà, on avait soif, on était mort de soif, on attendait cette eau et quand on veut se mettre dans l'eau, on ne peut pas boire, hein, parce que les cadavres flottent à la surface. Et donc, voilà, ce garçon, alors même à 9 ans, il sait parler, il sait sûrement écrire en arménien, il est de bonne famille, il est vendu, il doit sa survie quand il arrive dans le désert, il doit sa survie à un paysan kurde qui le trouve bien costaud. Et puis par la suite, là aussi c'est pareil, on comprend dans l'histoire que ce paysan a deux filles, qui n'a pas de fils, et que peut-être il s'est noué quelque chose entre eux.
Et donc, il va partir, il va abandonner donc, sa mère, son frère et sa sœur, et il va partir avec son paysan kurde, avec qui il va rester 4 ans, mais il ne connaît pas le kurde. Et donc, ce paysan, c'est pas non plus un riche propriétaire, hein. Donc, il met Napoléon à surveiller les bêtes, Oui, oui. oui, à surveiller les moutons. Et il faut comprendre qu'à ce moment-là, la Turquie est traversée par des hordes de rebelles, de soldats affamés. Et Napoléon va rester. Et c'est là, j'en viens à ma question qui vous a fait sourire ou surpris tout à l'heure. Et c'est là qu'il va découvrir son intelligence. C'est-à-dire qu'il va inventer plein de choses. Il va inventer des pièges pour capturer des animaux. Il va regarder le ciel. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Euh, il est coupé du monde. Il faut comprendre qu'il ne parle pas le kurde et qu'au fil des temps, il va oublier l'arménien. Et donc, lui, son monde, sa vie, ce sont ses bêtes, ce sont ses étoiles et, et son envie quelque part de se sortir de là. Voilà. Et donc, ce qu'il va apprendre toute sa vie, je pense, il va se trouver seul, sans comprendre la langue. Au début, c'était le kurde, après, ça sera la langue des affaires, après, ça sera les milieux qu'il fréquente, mais il va aller avec son intelligence. Et pour moi, s'il y a un terme qui le caractérise, c'est son intelligence. L'intelligence des situations, l'intelligence qui permet d'avancer, qui va lui permettre de sa première réussite. Hein. Alors, je passe sur son épisode à Paris, mais quand il arrive à Lyon, on raconte qu'il est capable, il travaille avec son frère, il est capable de monter et de démonter les machines à écrire les yeux fermés. Et je pense que c'est vrai, puisque très vite, il va partir à Paris. Et à Paris, il va mener une vie de jeune, mais une vie d'intelligence. Il va de retour, avant de partir à Paris, il va suivre les cours du soir qui ont été créés par Justin Godard. Il va se lier d'amitié avec Justin Godard. Pas tout de suite, mais ensuite. Hein. C'est quand même, Justin Godard, c'est pas n'importe qui. C'est Mhm. une figure lyonnaise. Donc, dans cette école où il est, qu'il reconnaisse un petit Arménien là, qui ne vit que par son intelligence. Et il va montrer sur les chantiers, là aussi, alors souvent les ouvriers, j'ai rencontré un grutier des chantiers qui me disait, il avait un coup d'œil absolument énorme. Il me disait, moi de ma grue, je voyais des choses qui se passaient, et tout d'un coup, j'entendais la voiture de Napoléon, de Monsieur Napoléon qui arrivait, et je me disais, ça va être le bastringue. Et effectivement, tout de suite, en descendant de sa voiture, il voyait ce qui ne marchait pas. Bon, voilà. Et après, j'ai d'autres récits d'industriels qui disent toujours la même chose. Il avait le sens. Quand je dis le sens des affaires, c'est pas le sens stupide, je gagne pour, mais le sens de l'intelligence. Mhm. S'il y a une impasse ou une rue ou un passage de Napoléon Bulukian près de Lombérard, il faut comprendre qu'il est jeune entrepreneur, on veut construire ce centre anticancéreux, Léon Bérard n'a pas les moyens de le finir, il finit le centre à ses frais. Et finissant le centre à ses frais, on lui dédiera euh, le nom de Napoléon Bulukian sur la rue et il y aura sa statue dans le centre Léon Bérard. Mhm. Un autre exemple, il rachète une petite entreprise qui a été détruite par la guerre, et il se trouve que dans cette petite entreprise, elle vit en particulier avec un monsieur qui n'est pas très important, qui fabrique un produit à Marseille, et c'est le Ricard. Et c'est Monsieur Ricard, et lui va tout de suite, il a acheté une entreprise de bouchons, va développer cette entreprise et va fabriquer des bouchons de Ricard pour Monsieur Ricard, et il va alimenter pendant des mois et des années les 4 usines de Ricard en bouchons. C'est Euh, la société Astra Plastique. c'est ça. Mhm.
et rien ne l'arrête. Quand il va fabriquer ses bouchons dans le monde, il va créer. Est-ce qu'il a créé ces bouchons? C'est lui qui a Non, créé les non, bouchons? ces bouchons existaient. Mais je Ça crois existait il déjà. a participé avec cet ingénieur de l'INSA qui est toujours en vie. Ils ont participé à les rendre, alors on dirait des bêtises, peut-être inviolables, mais ils ont apporté quelque chose de plus. Et il dit, dans ce bouchon, dit Napoléon dans son livre, il y a beaucoup plus d'intelligence qu'il n'y en a dans des gros livres. Voilà. Et donc, il va créer, vous savez, ces machines Nespresso, là, je ne fais pas de publicité sur votre chaîne, mais ces machines, vous l'avez chez vous, vous mettez une capsule et ça fait du café. Et lui, il va fabriquer 200 machines, non pas Nespresso, mais des machines à fabriquer des bouchons qui vont être dans le monde entier, de l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord, en Asie et partout. Il y en a 200. Mm. Donc, il faut imaginer quand même que Napoléon, à ce moment-là, dans Lyon, a une surface financière et devient quelqu'un de très important. Mais chaque fois que les gens... Alors, une anecdote aussi racontée par une de ses ouvrières de Saint-Georges de Renin, un jour, il lui dit, je ne sais plus comment elle s'appelle, viens, j'ai besoin de faire un courrier. Je vais te dicter un courrier. Donc, il la sort de l'usine, elle va dans son bureau, et il lui dicte un courrier au roi du Maroc. Et elle dactylographie le papier, elle revient, et Napoléon lui dit, non, non, je n'ai pas dit ça, il faut recommencer. C'était une intelligence ou des relations incroyables. On y reviendra sur ces relations. Mm. Il a été, par exemple, dans sa vie, président de France URSS. Hein, c'est-à-dire que c'était une société où tout, et après, un de ses successeurs, ça sera Doumer, du côté de Narbonne. Tous les échanges entre la France et l'URSS pendant la période dure se passent par cette société. Il en est le président. Mm. Et on devient pas président de ces sociétés comme ça par hasard. On vient parce qu'on a l'intelligence des relations, l'intelligence du contact et puis une intelligence. Et toute l'histoire que je suis de Napoléon et ma dernière source d'information, c'est son notaire, qu'il a, son notaire lyonnais, là, qu'il a connu alors qu'il était petit, le notaire, qu'il appelait Monsieur Napoléon et qui va l'accompagner. Et donc, monsieur Delorme, maître Delorme est mort il y a peut-être 4 ou 5 ans, mais il est venu au conseil d'administration comme invité. Je l'ai invité, il devait avoir 97 ans, 98 ans. Et chaque fois, il me disait, il était d'une intelligence rare. Mm. Une intelligence rare. Il comprenait, il jugeait les hommes rapidement, en bien ou en mal. Et ça prenait pas beaucoup de temps. Mm. Voilà. Donc, vous Mm. voyez, vraiment, vous l'avez dit, je suis très admiratif. Alors, peut-être que je déforme la réalité, mais je ne le crois pas. Euh, Et je continue, et je pense, alors là, je pense que Napoléon portait dans sa façon de faire l'intelligence du peuple arménien. J'ai toujours été surpris par l'intelligence de ce peuple, que ce soit dans les métiers intellectuels, dans les métiers de la médecine, dans les entreprises, dans les métiers manuels. J'ai rencontré beaucoup d'Arméniens ou d'origine arménienne, et je crois qu'il y a une intelligence très particulière de ce mm. peuple. Euh, Jean-Pierre Clavrin, donc, on peut parler de Napoléon Bulliquin encore beaucoup, je pense. Et c'est d'ailleurs, ce serait intéressant d'ailleurs de faire des, peut-être un travail de recueil de témoignages sur Napoléon Bulliquin. Ça n'a pas été véritablement fait. Vous concentrez un certain nombre d'informations Et que vous vous aussi, avez pu. et vous aussi, et peut-être on pourrait se mettre à deux pour le faire. Mais avec grand plaisir, avec très très Voilà. grand plaisir. Et je pense que j'ai eu récemment, par exemple, un membre de ma famille qui m'a dit qu'il était allé, il avait rencontré Napoléon Bulliquian lors d'un mariage de la famille de Napoléon Bulliquian. Je ne sais pas si c'était son neveu ou qui est un autre membre de la famille. Donc, il y a des impressions sur les gens que les gens ont gardées
leur rencontre avec Napoléon Bullukian. Je pense que c'est un projet, ça pourrait être un projet important que de recueillir toutes ces informations sur Napoléon, ce qui reste aujourd'hui, parce que ceux qui ont côtoyé Napoléon Bullukian sont en train de partir un par un, sont déjà certainement tous pratiquement partis. Mais lorsqu'on parlait des méchouis de Napoléon Bullukian à la Malmaison, moi je n'ai pas connu personnellement, je l'ai vu lorsqu'on a organisé, moi j'étais directrice de la Maison de la Culture arménienne et nous avons organisé un colloque festival, une exposition sur l'architecture arménienne au Palais Saint-Jean, etc. Il est venu et je l'ai rencontré très peu en fait. Mais il y a, je pense encore, des gens qui ont gardé la mémoire du travail, notamment Patrick Bagdasarian, excusez-moi, mais Patrick, Mais c'est bien pour cette raison que je suis un peu honteux, ou alors usurpateur, ou alors imposteur d'être non, non, ici, mais c'est. alors que Patrick devrait être à ma place comme président de la Fondation. Euh, Mais je pense que Patrick est bien placé pour Bien apprécier sûr, le travail que vous faites. Et je pense que s'il y a un travail un jour à faire, et que je ferai volontiers avec vous, un travail de recueil de, euh, de recueil non seulement d'informations, mais d'expériences et de témoignages sur Napoléon, je pense que Patrick aurait énormément de choses à dire et il connaît lui-même ceux qui ont beaucoup de choses à dire. Euh, voilà. et Chaque fois que j'ai eu à faire j'adore faire des interventions sur Napoléon, j'en ai fait en Suisse, j'en ai fait. Mais je le prends toujours avec toutes les précautions. Je ne fais pas œuvre d'historien, hein. Je fais bien entendu. c'est très subjectif et plus le temps passe, vous disiez que j'étais admiratif, je suis un peu amoureux de l'intelligence de cet homme. Et alors, je vais vous dire également pourquoi je pense que je ne me trompe pas. Euh, il a été le grand ami d'Edgar Faure. Et ça a été son mentor. Edgar Faure l'a amené à Paris, l'a amené un petit peu partout. J'ai connu Edgar Faure en tant qu'étudiant quand j'étais à Paris. Pareil, Edgar Faure est couvert de gloire. Il a été président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre, et à 50 et quelques années, il va devant ses pairs pour passer l'agrégation de droit romain. Et il va faire ses leçons en droit romain et il va être agrégé de droit romain. Donc, quand vous voyez, on peut penser ce qu'on veut d'Edgar Faure, mais c'était quand même une intelligence rare. Être ami de Napoléon Bullukian, on se dit qu'on ne devient pas ami comme ça de Bien quelqu'un. entendu. Autre personnage plus connu des Lyonnais, Édouard Herriot. Édouard Herriot. Édouard Herriot moi j'ai des documents, je vous les montrerai, vous les avez aussi sûrement. Lorsqu'il est décoré, lorsqu'il décore Napoléon, ce qu'il dit sur Napoléon, c'est de l'intelligence pure. Les autres maires qui l'ont succédé, alors il n'était pas Pradel, faiseur de maire, Pradel. bien sûr. Pradel fait un discours pour sa Légion d'honneur qui est absolument magistral. Alors il n'était pas faiseur de maire, mais il était faiseur de conseillers J'ai l'impression, oui. municipaux, vous voyez. En tout cas, Euh, en tout cas, son entourage immédiat, c'était pratiquement toute la classe politique du centre à Lyon. oui, mais alors il faut quand même aussi, pour lui rendre hommage, c'est-à-dire que voilà cet enfant arménien qui va à Paris faire son service militaire, qui va être aidé, là, je ne me rappelle plus son nom, par un colonel arménien, bon. Mais peu importe. Il va revenir à Lyon, et quand la guerre éclate, il va faire de la résistance. Mm. Je vous promets qu'il faut lire, et si vous avez le livre sous les yeux, lisez les passages de Napoléon Bullukian lorsque, pendant la guerre, il va être affecté à Bourg-en-Bresse pour montrer l'inanité de l'armée française. Mm. Et c'est des pages, mais dignes d'un grand écrivain. Il a une façon de l'écrire, de le raconter. Et c'est là qu'il va rencontrer ceux qui seront les maîtres de Lyon, Mm. le maître de Lyon. Et donc, il va arriver à avoir trois réseaux. Le réseau de la résistance, le coq enchaîné, Coq enchaîné. le réseau de l'Église,
il va reprendre le ROC, le Rassemblement des ouvriers chrétiens, Mhm. et le réseau des francs-maçons, parce qu'il va être franc-maçon. C'est-à-dire qu'il a trois réseaux. Donc, on peut se dire, un réseau peut se tromper. Deuxième réseau, trois réseaux. Et donc, moi, je regarde avec amusement ceux qui étaient invités à ces méchouis. Et on pouvait être dans un, deux ou trois réseaux. Voilà. Et tout le monde, tous ceux qui ont vécu ces méchouis, me disent c'était quand même un homme extraordinaire. Oui. Alors, on a parlé donc de la personnalité, des différentes réalisations de Napoléon Budukian dans tous les domaines. On a très peu parlé, vous venez de dire qu'il était dans la résistance. Donc, cet homme aux multiples visages euh, a aussi eu plusieurs vies. Ça a été le, l'enfant arménien rescapé du génocide, avec l'expérience du génocide et de l'après-génocide, euh, un étranger en France, un Oui, étranger qui a oui, travaillé dur pour s'intégrer, en oui, tout cas, pour devenir ce qu'il a été, un entrepreneur audacieux, euh, un homme d'affaires ingénieux et un mécène. Alors, parmi tout ça, toutes ces vies, qu'est-ce qui a le plus inspiré votre travail de président? C'est peut-être une question un peu difficile que je vous pose, mais qu'est-ce qui vous a le plus servi, qui a servi un peu d'étoffe pour votre action de président de la Fondation? Euh, c'est, c'est- alors, je reviens sur un mot que j'ai employé à plusieurs reprises. L'intelligence, d'abord, mise au service d'une vision du monde. C'est-à-dire essayer de regarder le monde avec un petit peu d'avance. Il l'a montré dans tous les domaines. Hein, il l'a montré. Et chaque fois que j'ai essayé de faire des choses avec le conseil, dont je dis je, c'est en tant que représentant, hein, chaque fois que nous avons fait des choses, et puis l'audace. Parce que quand M. Marion meurt, la fondation n'existe pas. On est fondation abritée, et ça fait quand même 16 ans que la Fondation de France aurait dû faire cette fondation. Alors, j'étais un petit prof de fac, mais j'étais aussi prof dans une fac de droit. Et alors, quand on est prof dans une fac de droit, on est bien vu au Conseil d'État. Et donc, je suis allé au Conseil d'État, j'ai fait mon petit Napoléon à la petite semaine, je suis allé au Conseil d'État où j'ai été reçu par le président de la section d'intérieur pour lui dire, voilà, monsieur, je suis président d'une fondation qui n'existe pas, qui a été créée par un homme extraordinaire. Et il se trouve, mais je le saurai après, que cet homme est lyonnais. Et il me dit, vous me racontez une histoire merveilleuse, eh bien, je vais vous aider. Et je pense que cette audace que j'ai eue d'aller au Conseil d'État, tremblant quand même, le Conseil d'État, c'est le Conseil d'État, tremblant, et de revenir avec l'assurance de ce monsieur qui me dit, écoutez, je vais faire quelque chose qui n'existe pas. En principe, une, euh, une fondation, ça a un objet. Mais vous me présentez, Monsieur Bulukian, d'une telle façon qu'on va faire une exception à la règle et qu'on fera trois objets. La, le cancer et la recherche médicale, l'aide aux jeunes artistes. Alors, il y avait dans le testament le soutien à l'église de Smeadzine. Le conseiller d'État m'a dit, attendez, on n'est pas catholique ici, hein, c'est l'aide, le soutien au peuple arménien. Mhm. Et je me dis, et puis, j'étais pas très fier. Hein, mais à l'avantage de Napoléon, lui, quand il a commencé, il n'avait rien. Moi, j'avais quand même un titre de professeur qui servait ou qui ne servait pas, j'en sais rien. Voilà. Ça, c'est le souvenir. Et en sortant, je me suis dit, quand Napoléon a donné la mission de faire une fondation, qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait su qu'il a fallu attendre 16 ans avant de faire cette fondation? Voilà.
Mais chaque fois que j'ai fait des choses, j'ai pensé à, oui, à une certaine audace. Par exemple, euh, quand, euh, quand je venais d'être nommé président, il y a eu un appel d'offres pour devenir administrateur de la tête de réseau de tous les de tous les laboratoires de recherche de cancérologie, euh, tous les, oui, d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'était bien avant la session. Donc, je suis allé présenter mon dossier. J'emmène pas large. Qu'est-ce que je sais de la fondation? Pas grand-chose. Et je passe devant 4 personnes qui m'écoutent gentiment. Parle avant moi le président d'une fondation qui est un chef d'entreprise avec d'une société américaine. Et moi, je suis Fondation Bulletin à l'époque, elle n'est pas très connue. Et je fais mon laïus et je dis, et je parle de Napoléon Bulletin comme je vous en parle. Moins, enfin, moins approfondi à l'époque. Et on me remercie. On me pose une seule question. Comment se fait-il que vous êtes président de la Fondation arménienne, de la Fondation Bulletin? Et je réponds, bah, écoutez, voilà, je suis président, c'est étonnant, je ne suis pas arménien, je ne suis pas résistant et je ne suis pas franc-maçon. Surprise, surprise de tout le monde. Alors, Mais vous êtes un peu arménien quand même, Jean-Pierre Clavran. oui, mais j'y reviens tout de suite, mais je finis, Ah, mais je reviens tout de suite. Mais donc, je suis battu, les 4, il y a une personne qui vote pour moi, je l'ai su après, les 3 autres votent contre moi, et le préfet vient d'arriver, c'est le préfet Lacroix, un grand monsieur que je salue au passage, et avec Mercier, ils réunissent les 20 votants qui vont décider de quelle fondation va s'occuper du cancéropole. Et le préfet dit, bon, je pense que la messe est dite, c'est bien la fondation, je ne dirai pas son nom, qui va avoir ceci. Et Thierry Philippe demande un vote secret. Il dit non, monsieur le préfet, vote à bulletin secret. Résultat du vote, Fondation Bélutian, 18 voix. Fondation autre, la voix de Mercier et du préfet. 2 jours après, je suis convoqué chez le préfet. Il faut lui dire, monsieur le préfet, j'y suis pour rien. Et quelques temps après, pour les 100 ans de Napoléon, j'ai invité le préfet à la Malmaison, qui m'avait dit, ben, je ferai autre chose. Voilà, j'ai invité le préfet à la Malmaison et tous les préfets m'ont conservé ensuite. Alors, je disais que vous étiez un peu arménien, en deux Oui. mots. En Eh deux bien mots. alors voilà, je suis arménien parce que je suis du Pays Basque. Et ma grand-mère, que je salue au passage, elle est morte il y a bien longtemps, qui était une paysanne qui n'était pas allée beaucoup à l'école, mais qui nous racontait, à ma sœur et à moi, quand on était petits, que nous venions d'Arménie. Bon, Que les Basques viennent d'Arménie. oui, que les Basques viennent d'Arménie. Bon, quand j'ai raconté ça, et voilà. Et puis, bon, on est gamin, on se disait, bon, pourquoi elle me raconte ça? Qui c'est les Arméniens, hein? Et quand j'étais président de la fondation, je suis allé voir mes copains basques, professeurs de basque à l'université de Bordeaux, c'est pas rien. Je leur ai dit, écoutez, ma grand-mère, elle disait que les Basques, peut-être, en venaient d'Arménie. Et ils m'ont dit, ben non, 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 mais arrête, c'est quoi ces bêtises? C'est pas du tout. Et un jour à New York, il y avait une exposition sur alors c'était le Caucase, l'Arménie et le peuple basque, disant que il y avait une centaine de mots qui étaient les mêmes. Je peux les dire, les ruisseaux, la pluie, c'est des mots qui sont dans les 2 sens. Et donc j'ai l'habitude à dire quand je rencontre des amis arméniens que je suis le plus vieux. Ça fait à peu près 5000 ans que Voilà, je viens d'Arménie. la jonction est faite. Voilà. Jean-Pierre Clavran, il nous reste à peine 10 minutes. Je voudrais donc vous poser une question sur l'actualité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la Fondation? Vous avez parlé des 3 missions de la Fondation. Là, là, très prochainement, nous allons célébrer les 40 ans de la Fondation. Et à cette occasion, donc, il y a une nouvelle exposition. Ce sont des expositions qui se suivent et
qui se complètent en permanence à la fondation. Mais là, il se passe quelque chose de particulier. Donc, qu'est-ce que vous préparez à la fondation? Vous allez faire cette émission samedi, c'est ça, de se rappeler? Alors, ça viendra après Voilà. l'événement, effectivement, Bon. mais on le saura. Alors, je vais vous dire un petit peu mon. Et là, je pense que oui, j'y ai contribué fortement. Mon idée est la suivante. Napoléon, pour moi, a eu trois vies. Il a eu une vie, on en a parlé tout à l'heure, dans son enfance, dans le Caucase. Il a eu une deuxième vie, En Anatolie une plutôt. Anatolie. Il a eu une deuxième vie qui est sa vie lyonnaise. Et jusqu'à présent, il avait une troisième vie qui était dans le cimetière. Et donc aujourd'hui, et on le dira en avant-première, personne n'a fait. Il aura sa troisième vie, Place Bellecour. Mhm. C'est-à-dire, on a créé un magnifique jardin, euh, un magnifique jardin dont il parle, hein. Et nous avons créé un caravansérail, le nouveau caravansérail de la place Bellecour. Et comme il dit dans son livre, c'était un endroit magique où les gens se parlaient, où les langues s'échangeaient. Et ce caravansérail va rencontrer un quatrième objet de la fondation de Luthian, passé sous silence par le Conseil d'État. Mais dans son testament qui sera affiché dans la prochaine exposition, il dit la fondation devra constituer une partie de ses sommes pour financer mon musée. Eh bien, la fondation, le musée de la fondation de Lucian se trouvera désormais là où il est, au sein de ce caravansérail, au sein de ce jardin, et avec une idée, lui, l'enfant qui était venu, le jeune qui était venu, qui venait de nulle part, qui va être intégré à la ville lyonnaise, puisque une partie du jardin, si on creuse à 1 mètre, on trouve les Romains. Une autre partie du jardin a été occupée au moment de Lyon, va naître, quand il y a la bataille des Huguenots, et puis du seul monastère qui existe à Aîné. Et troisième élément, nous avons récupéré, j'ai pu récupérer les marches de l'Hôtel-Dieu. Sur ces marches de l'Hôtel-Dieu, on en a mis 8 marches, qui sont des stèles sur lesquelles nous avons posé 8 pots de gommerie. Et si je multiplie 200 000 par 8, ça fait 1 600 000, c'est-à-dire j'ai voulu qu'il y ait un mausolée. Et je peux vous dire que ça change la vie quand tous les matins je viens à la fondation, que je passe devant ces 8 stèles, que je me dis il y a 1 600 000 personnes qui sont mortes. Puis ensuite, les religieuses sont venues pendant 2 siècles. Et Napoléon et son épouse Léa, sur lequel je sais peu de choses, vont trôner dans ce caravansérail, témoin de toute l'histoire lyonnaise depuis 2000 ans. Donc voilà, vous le verrez, j'invite nos amis arméniens de venir voir. Et cette année, pour la première fois, au mois d'avril, nous avons déposé une gerbe en l'honneur du génocide arménien de la part de Napoléon, des roses blanches, qui étaient. Voilà. Donc, 40 ans de fondation, 40 ans d'action euh, pour la recherche médicale, d'action pour les œuvres arméniennes et d'action pour Les artistes. l'aide, en tout cas pour l'aide et la promotion des jeunes artistes. Alors, on peut parler, je crois, encore très longtemps de Napoléon Manouchian. Je peux dire par exemple que lorsque vous allez en Arménie et que vous allez au mémorial de Sardarabad, donc la bataille qui Bien était à sûr. l'origine de la renaissance de l'Arménie en 1918, les cloches ont été Offert. financées, apportées, voilà, posées Ah, par Napoléon Manouchian.
Et c'est une des œuvres de Napoléon Bulikan dont on ne parle pas et que les gens ne savent pas. Quand ils vont à Sardarabad, ils ne savent pas que c'est Napoléon Bulikan. Les énormes cloches qui sonnent pour réveiller le peuple pour aller défendre le pays, c'est Napoléon Bulikan. Donc, je pense qu'on peut encore parler très très longtemps, mais je pense qu'on aura l'occasion de le faire, Jean-Pierre Clavran. Merci pour ce témoignage et bonne continuation pour vos Si œuvres. vous, si vous me donnez une minute, pas Bien plus, entendu, on a le même. nous sommes en train à la Fondation de Luthian, tout le monde parle du cancer, on parle du cancer des hommes, et les hommes vivent avec des bêtes. Ils vivent avec des chats, avec des chiens, à la campagne. Et donc, nous sommes en train de faire une étude pour faire une fondation qui sera l'équivalent de ce qu'avait fait Napoléon pour le cœur artificiel sur oncologie comparée, c'est-à-dire comment faire avancer le cancer en étudiant en même temps le cancer des hommes et le cancer des animaux. Mm. Et ça, je pense que Napoléon aurait été fier de ça. Dans tous les cas, je m'en convainc. Merci beaucoup, Jean-Pierre Merci à Clavin, vous. pour ce témoignage et à très bientôt. Merci beaucoup pour votre invitation. Et à bientôt pour le livre. Absolument.